Justement, parlons de l'event sourcing. Alors Laurent, l'event Ouais, donc sourcing, c'est quoi pour toi? l'event sourcing, on va parler forcément un petit peu d'event streaming hein, aussi. Bien sûr, bien sûr. Donc l'event sourcing se base sur de l'event streaming parce que ça va être un flux d'événements. Euh, le principe technique de ça, c'est que contrairement à une base de données classique où on va exposer systématiquement un dernier état de la donnée, dans l'event sourcing, ce qu'on va enregistrer comme source de vérité, ça va être l'intégralité des événements, donc l'intégralité des mutations. Donc on n'aura jamais une information complète dans un événement d'un objet. On va juste savoir, il y a un événement qui s'est produit et après, à partir de ces événements, on peut on n'est pas obligé, on peut reconstituer des entités si on veut. Mais ces entités n'ont pas vraiment d'existence dans l'événement lui-même. On sait juste que l'événement est rattaché potentiellement à une de ces entités, d'ailleurs qu'on appelle agrégat quand on fait de l'event sourcing. Et donc pour moi, l'event sourcing, c'est la matérialisation de tous les changements que l'on effectue sur un domaine en particulier voilà, à travers des events. J'aime bien ton Pour faire explication, simple. encore une fois, Laurent, parce que je pense qu'elles sont complémentaires. Je vais essayer de faire une explication complémentaire, comme ça c'est bien pour ceux qui ne connaissent pas l'event sourcing. En fait, moi, je l'explique simplement si on a bien compris le CQRS, avec le write et le read, le but va être, dans le deuxième temps, d'optimiser le read au maximum. Donc, ça veut dire vraiment, pour chaque query, je veux avoir une vitesse la plus petite possible. Et à la limite, le modèle doit être vraiment tailor-made pour cette query. Maintenant, quand on pense, oui, j'aimerais bien optimiser le write aussi, parce que quand j'écris, j'aimerais bien que ce soit rapide. Et quand on réfléchit, si on optimise le write au maximum, c'est quoi au final? Le maximum qu'on puisse faire, c'est faire de l'append. Ça, c'est toujours rapide. On ne modifie pas, on fait que de l'append. Et en fait, si tu réfléchis comme ça, tu te dis, oui, ce qui se passe dans mon système, je suis en CQRS, donc forcément, il y aura un event quelque part. Et si cet event, je décide de le restocker et d'en faire, en fait, d'optimiser mon write model au maximum et de pouvoir écrire le plus rapidement possible, en fait, ce qui se passe, je le mets dans le store. Et mes décisions, je les reprends sur cette liste d'événements. Et donc, je rebase ma décision sur cette liste. Je recrée l'état de mon agrégat de validation. Je prends ma décision positive, négative, hop, et je réécris. Donc, en fait, moi, j'aime bien expliquer l'event sourcing. Ça vient de l'optimisation du write model, en fait. Quand on optimise au maximum, on va juste faire de la peine. Simplement. C'est une autre, c'est un peu complémentaire. Alors effectivement, ce qui est génial avec l'event sourcing, c'est que on a l'histoire dans le store et on peut Et faire tu peux réagir quand tu veux et- à cet historique. exactement. Et C'est notamment, tu en parlais un petit peu là, hein, mais tu as cette notion d'effet de bord que l'on va pouvoir gérer, qui va être que, vu que tu as écrit les événements à l'unité, tu peux à n'importe quel moment lire ce flux d'événements-là et réagir comme tu veux à ces événements. Tu peux même reprendre depuis le début ta liste d'événements et faire quelque chose de nouveau. C'est ce qui est un gros avantage parce que dans une application classique, on se retrouve avec peut-être une base de données donc qui a toujours ton dernier état. Alors à moins que tu aies fait du time travel et que tu aies enregistré bien évidemment encore une fois toutes tes mutations, donc entre guillemets reproduit de l'event sourcing dans une base de données relationnelle, ce qui est faisable. mais Enfin coûteux, c'est pas vraiment ça, mais coûteux. mais coûteux. Voilà. Tu te retrouves toujours avec un snapshot. Et si à un moment donné tu as un besoin de dire, mais en fait, j'aurais bien aimé construire, je sais pas, un historique d'auditabilité de mes campagnes pour pouvoir savoir systématiquement qui c'est qui a fait ces modifications, là tu as juste ton dernier état, tu sais peut-être que telle personne avait fait telle chose. Si tu n'y avais pas pensé dès le début à ce truc-là, t'es marron. Alors que là, si tu as un flux d'événements, tu peux toujours reprendre ton flux d'événements, le relire et dire c'est facile de recréer un état d'auditabilité sur ça parce que j'ai mon flux d'événements et je peux faire ce que je veux. Et même si tu veux te dire à un moment donné, je sais pas, j'ai telle chose, quand ça se produisait, j'aimerais déclencher tel effet de bord, plutôt que d'avoir regardé un état final et de dire bon peut-être que ça a eu lieu dans le passé, mais dans ce cas-là je vais ignorer le passé parce que je veux regarder juste mon dernier état. Là tu peux regarder dans ton passé, tu peux dire ok en fait cet effet de bord là,
je vais pouvoir le déclencher même pour des choses qui se sont passées dans le passé parce que j'ai tout mon historique, j'ai tout ce que je sais faire, etc. Donc on peut reconstruire les choses à l'infinité et ça c'est extrêmement confortable quand on fait du développement. Exactement. Et encore une fois, avoir une vue corrompue, ça arrive. Moi, Oui. j'ai eu un exemple dans les banques. On faisait tous les calculs à deux décimales. On s'est rendu compte qu'il fallait le faire à quatre. Imagine si on avait eu que, heureusement, dans la banque, on était event sourcé. Imagine, on n'aurait pas été event sourcé. On ne sait pas reconstruire l'État. Ah C'est bah, ouais, juste ouais. impossible. Et oui. Et par contre, ce qui est génial aussi, c'est, oui, comme tu l'as dit, tu veux créer une nouvelle vue auquel tu n'avais pas pensé. Ben, pas de souci. Tu recommences le flux depuis le départ et ta nouvelle vue que tu as imaginée bien après va être en fait fidée au fil de l'eau, enfin, va être fidée quand elle va démarrer en fait, et Ça, va ça, ça suivre. fait, Ça c'est génial. ça fait d'ailleurs partie enfin, des erreurs que l'on fait au début quand on utilise l'event sourcing. Ouais, exactement. Je sais que nous on l'a fait, c'est que bon après c'est un peu naturel aussi de commencer comme ça. On vient d'un monde monolithique avec des projections, enfin donc des bases de données parce que c'est la source de données aussi, hein, Ouais, qui sont extrêmement statiques. C'est construit et puis on essaie de tout faire à partir de là. On essaie de faire tous tes écrans front-end, hein, UX. Tu les fais à partir d'une même base de données. Là, c'est vrai qu'on a eu nous tendance à reproduire ça dans les débuts, c'est-à-dire que bah, on avait des events qui étaient là pour pouvoir créer un agrégat. Bah, on reproduisait une base de relationnelle sur la base de tous ces événements-là qu'on ouais, avait et on exposait ça via la partie query. Alors, ce qui marche, hein, jusqu'à un certain point, autant que d'ailleurs sur une application classique, hein, on atteint les limites d'une application classique de la même manière si on fait ça. Et ce dont on s'est rendu compte bah, un peu plus tard, c'est que non, en fait, on a vraiment intérêt pour chaque écran front-end à faire une projection, donc à dupliquer la donnée dans des tables différentes, des bases différentes, pour te garantir que tu es toujours optimisé au maximum sur ta partie query et que tu n'es pas en train de faire des jointures dans tous les sens pour essayer de compute une donnée que tu, en fait, si tu l'enregistrais directement comme tu la voulais, ça serait beaucoup plus facile et ça serait beaucoup moins sujet à erreur. ouais. Alors, Donc ouais, non.